Salut à tous, aujourd'hui on va parler de peinture à l'huile directe. Malgré les stratégies de peinture qui existent, et il en existe beaucoup, on a tous envie d'être capable de réaliser une peinture en un seul coup, qui a vraiment l'air réaliste, qui a vraiment l'air abouti comme ça, en un claquement de doigts entre guillemets. La doctrine est simple, il faut appliquer les bonnes couleurs, avec les bonnes valeurs, au bon emplacement sur la toile. Il faut comprendre qu'en peinture, il y a plusieurs compétences nécessaires à différentes étapes du processus de création. Donc dessin, forme, composition, c'est plutôt au début. Valeur, perspective atmosphérique, couleur, etc. c'est plutôt au milieu. Et à la fin, on va plutôt aller dans les détails, les petites formes, les subtilités et tout. Et le concept de la peinture directe, comme son nom l'indique, c'est d'arriver le plus directement possible et le plus rapidement possible au résultat voulu. Alors on va pas tergiverser 15 ans et commencer la peinture. Je vais peindre sur du bois, que j'aurai préparé avec du gesso, et dans un premier temps je vais juste passer du marron de sorte à casser le blanc de la peinture. Si tu peux préparer ta toile avec quelque chose d'un petit peu foncé dès le début, c'est même encore mieux. Alors la première étape évidemment c'est le dessin. Le dessin, ça veut pas nécessairement dire un crayon et une feuille de papier avec des lignes. Ça peut être aussi une façon d'organiser des blocs, des masses de valeurs, de sorte à pouvoir rendre compte d'une composition. Donc comme tu peux voir, j'ai fait une petite règle de 3, ça veut dire que j'ai coupé à peu près au tiers, de sorte à pouvoir organiser un petit peu correctement ma peinture autour de ça. Et je vais réfléchir à la composition de ma peinture en termes de masse globale. À ce stade de la toile, j'utilise que du marron, il y a relativement peu de peinture, pas mal de liquin, et si je veux déplacer ou effacer quelque chose, c'est très simple, je prends un chiffon et puis je frotte tout simplement. Donc on est vraiment sur une peinture assez fine, il n'y a pas d'opacité, on établit notre plan d'action en quelque sorte. C'est important avant de passer à la partie de la couleur, à la partie de la peinture vraiment solide, de savoir où tes formes se situent et quelles sont au moins grossièrement tes zones d'ombre et tes zones frappées par la lumière. Alors je me permets une petite parenthèse, sachez que vous êtes 60% à regarder mes vidéos sans vous y être abonné. Donc n'hésitez pas si vous aimez mon contenu et que ça vous aide artistiquement, c'est gratuit de votre côté et puis de mon côté c'est clair que ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de soutien. D'ailleurs la chaîne grandit de plus en plus vite, il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus de gens qui interagissent et franchement c'est classe, merci à vous. Pour cette peinture, je vais utiliser plusieurs photos de référence, une photo pour l'iceberg, une photo pour le bateau et une autre photo pour les effets de brume, d'écume, etc. Ensuite, je vais pouvoir réinterpréter un petit peu tout ça pour créer une peinture qui a une unité. Avec un petit bout de sopalin, je le trempe dans le médium que j'utilise, et tu vois, je peux venir effacer la couche précédente de sorte à refaire sortir la lumière. Encore une fois, à ce stade de la peinture, tu veux surtout pas commencer à mettre du blanc partout, et l'avantage d'utiliser cette technique, c'est que tu peux toujours rajouter du marron, enlever du marron à l'infini jusqu'à ce que tu sois satisfait de ta composition. Donc il y a un temps pour tout, faut juste pas être trop pressé. C'est une étape qui est relativement rapide, finalement quand tu sais à peu près où tu vas, en 10-15 minutes tu as établi un plan. Et faut pas hésiter à bien foncer dès le début, comme ça lorsque tu vas enlever la peinture avec ton sopalin, tu vas vraiment pouvoir avoir une impression de lumière, tu vas pouvoir faire jaillir de jolis clairs. Et grâce au contraste que ça fait, tu vas directement pouvoir avoir le ressenti désiré. Tu vois, avec ma petite boule de sopalin ici pour faire la brume de l'eau, l'écume, je vais pouvoir frotter un petit peu, tapoter aussi, tu peux essayer divers mouvements, disons. Et le but à ce stade de la peinture, c'est vraiment d'essayer d'établir ton plan entre tes zones les plus claires et tes zones les plus foncées. Qu'est-ce qui est frappé par la lumière la plus directe, qu'est-ce qui est à l'ombre, etc. Essaye de penser en matière de rythme, en ayant une zone plutôt foncée qui côtoie une zone de lumière, puis cette zone de lumière qui côtoie une zone d'ombre, etc. Tu peux aussi faire des glacis de nouveau tonalisés par-dessus, histoire d'avoir vraiment une composition tonale à peu près parfaite. Moi, sur cette peinture, je vais pas faire ça. Je vais juste établir un plan, et puis ensuite, je vais prendre des libertés avec mes tonalités. Mon but, personnellement, dans ce cas précis, c'est de me donner une carte de route pour savoir à peu près où je vais aller, mais certainement pas de me donner un résultat final d'un point de vue des valeurs. Bon, la partie du dessin d'un projet, d'une peinture, c'est pas une étape facile, c'est clair, mais rappelle-toi que ton niveau de peinture suit ton niveau de dessin. Donc si tu veux devenir meilleur peintre, il faut être meilleur dessinateur. Si toi tu as envie de maîtriser bien cette étape et que pour le moment c'est encore un petit peu flou pour toi, fais des peintures de petite taille avec des sujets que tu connais assez bien et répète cette opération plusieurs fois, où tu essayes simplement de jouer avec plus de marron et moins de marron en l'essuyant, et plus de marron et moins de marron en l'essuyant, etc. Une fois que c'est sec, tu peux même t'amuser à passer un glacis de marron par-dessus et de refaire la même chose sur quelques couches de transparent. C'est une très très bonne façon de créer un univers très vraisemblable, très profond, juste avec une seule couleur et en enlevant la peinture pour faire jaillir la lumière. Maintenant, on va passer à la compétence suivante, le tant redouté mixage des couleurs. Le problème de la peinture directe, je dirais sa difficulté principale, c'est qu'une fois la partie du dessin passée, tout ce qui est de l'ordre des valeurs, de la perspective atmosphérique, des couleurs, des températures, etc., il faut tout penser d'un seul coup en un seul bloc. Et c'est exactement pour cette raison que la peinture directe c'est très difficile et que lorsqu'on veut créer des environnements d'imagination, c'est beaucoup plus facile d'avoir un procédé indirect. C'est certain que si toi ton truc c'est de faire de l'illustration d'imagination, la peinture directe c'est pas du tout ce qu'il y a d'idéal. En revanche, en s'inspirant de photos comme moi je fais là, c'est certain que c'est assez efficace. Alors maintenant on va voir en gros quelques principes de base qui vont te permettre de voir un petit peu plus clair. D'abord, la palette de couleurs utilisée.
Si tu regardes mes vidéos assez souvent, tu dois savoir que moi j'utilise une palette qui est assez limitée, et aujourd'hui ça va être blanc de titane, bleu outre-mer, terre d'ombre brûlée, jaune d'ocre et terre de sienne brûlée. Je vais aussi avoir du bleu turquoise que je vais utiliser en toute petite quantité mais qui va vraiment donner une belle fraîcheur à la peinture. L'avantage de cette palette, c'est qu'elle est extrêmement simple. T'as que deux choix pour éclaircir la peinture, le blanc et le jaune. En l'occurrence, c'est l'ocre jaune qui fait office de jaune. Pour foncer ta peinture, t'as aussi que deux choix, le marron et le bleu. Évidemment, tu peux aussi utiliser du terre de sienne brûlée qui est un rouge un petit peu terreux pour foncer ta peinture, mais de façon générale, c'est pas pour ça que tu vas t'en servir. Le rouge, ça va plutôt être quelque chose dont tu vas te servir pour teinter. Il faut aussi comprendre qu'avec le marron et le bleu mélangés, tu peux créer du noir, ou du moins quelque chose de très proche du noir. Puis avec le blanc en le mélangeant, tu peux aller du gris très clair jusqu'au noir le plus foncé ou presque. Tu veux aussi garder en tête les couleurs complémentaires qui s'annulent. Donc si par exemple tu fais un ciel qui est trop bleu, eh bien ça veut dire qu'il va falloir rajouter un petit peu de orange dedans, donc un peu de jaune et de rouge. Si tu fais par exemple une voile de bateau que tu trouves trop rouge, eh bien il va falloir rajouter du vert dedans, donc du jaune et du bleu. Le fait d'avoir une palette extrêmement limitée comme ça va te permettre de pouvoir la maîtriser et ça va te permettre d'avoir une peinture qui a une certaine harmonie des couleurs, quelque chose d'agréable à regarder. Tu veux maîtriser ta peinture avec une palette limitée et une fois que tu as maîtrisé une palette qui te plaisait, qui est relativement simple, eh bien tu rajoutes d'autres couleurs que tu vas utiliser un petit peu comme des jokers. C'est vraiment en réduisant le nombre de couleurs que tu as sur ta palette que tu vas apprendre à maîtriser tes couleurs en profondeur et que ensuite lorsque tu vas utiliser des couleurs externes, tu vas pouvoir aussi les maîtriser beaucoup plus parce que tu vas comprendre la subtilité de leur composition. Ensuite, par rapport à l'harmonie des couleurs, c'est un sujet qui est vaste et qui peut devenir compliqué. Mais une chose à garder en tête qui est quand même relativement simple, c'est ce que j'aurais tendance à appeler les températures comparées. Les températures parce que tu vas avoir des endroits qui vont être plutôt chauds et des endroits qui vont être plutôt froids, et comparé parce qu'en fait la température d'une couleur ou sa teinte, etc. n'a de valeur que dans un contexte. Ça veut dire que la même couleur exactement identique va se ressentir complètement différemment selon son environnement. C'est pour ça que ça n'a pas vraiment de valeur de se dire « Ah, cette couleur est plutôt chaude, je vais l'appliquer parce que je veux quelque chose de chaud ». Non, tu fais ton mélange, tu l'appliques un petit peu et tu vois si c'est suffisamment chaud par rapport à ton environnement. Parce qu'une couleur qui est très chaude sur la palette pourrait paraître très froide sur ta peinture selon ce qu'il y a autour. Donc d'un point de vue exercice pur, la meilleure façon de savoir maîtriser une palette limitée, c'est évidemment de pratiquer une palette limitée et de faire du plein air et de la nature morte. Et sans se casser la tête avec les détails, tu cherches juste à avoir la couleur qui correspond à ce que tu vois. Alors un autre point qui va être super important et qui va t'aider, c'est de savoir par quoi commencer. Parce qu'effectivement, lorsque tu travailles de photos ou que tu fais plein air ou nature morte, etc., il y a tellement d'informations dans la nature que c'est pas évident de savoir par quoi commencer. Et bien en fait, c'est pas compliqué. Il faut commencer par les plus grosses formes. C'est-à-dire les zones les plus grandes qui regroupent les groupes de valeurs les plus grands. Par exemple, pour le moment, mon ciel est globalement d'un bleu à peu près uniforme malgré 2-3 variations, et sur l'iceberg, on a une zone plutôt très foncée qui représente la zone d'ombre, et puis on a deux gros patchs plutôt très blancs. Évidemment, dans toutes ces zones, il y a plus de détails que ça. Par contre, dans un premier temps, je minimalise les informations que je vois, et j'essaye simplement de repérer les masses de valeurs les plus importantes, les masses de couleurs les plus importantes. Pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est ou t'éloigner de ton sujet considérablement, ou plisser les yeux régulièrement, de sorte à ce que ça enlève les détails. D'ailleurs, on peut le faire ensemble, plissons les yeux, et si tu fais l'exercice avec moi, tu vas voir qu'à un moment donné, tu verras plus que quelques masses bleues dans le ciel, on verra aussi deux grosses masses blanches avec une grosse masse foncée en plein milieu, et devant, on verra une grosse masse assez uniforme, plutôt marron, sauf la partie de l'écume qui va être plutôt claire. Et c'est tout, ça suffit comme information pour le moment. Le but au travers de cette petite méthode, c'est de repérer les grosses formes abstraites qui vont faire la composition de ta peinture. Et c'est vraiment important d'avoir surtout les bonnes valeurs. Ça veut dire, est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est suffisamment foncé? C'est ça qui va créer la profondeur et la différence clair-obscur. Ensuite, je vais m'amuser à rendre un petit peu plus mon iceberg, je vais faire un petit peu plus de rendu dessus. Et du coup, avec ce même pinceau, je vais commencer, une fois que j'ai fait mes formes les plus grosses, à appliquer des formes un petit peu plus petites, en créant des petites variations de couleurs et de valeurs, de sorte à donner un sens du détail qui va donner quand même pas mal plus de ressemblance avec le sujet, pas mal plus de réalisme. Une fois que tu as fait quelque chose que tu pouvais considérer comme étant à peu près satisfaisant, tu peux passer à l'étape suivante. Je suis pas à 100% satisfait de mon ciel, mais pour le moment, je pense qu'il vaut mieux recouvrir l'entièreté de ma peinture, puisque comme chacun sait, une valeur et une couleur n'étant réelles que relativement par rapport aux couleurs et aux valeurs qu'il y a autour, ça sert pas toujours à grand chose de finir à 100% une zone avant de passer à la suivante. Après, ça dépend, il y aura toujours des exemples de personnes qui le font, et on peut toujours faire des solutions avec du color checking, etc. Mais là, moi, c'est pas ça que je fais. Donc une fois que j'ai fait un rendu, disons, tolérable, acceptable sur le fond, je préfère passer à l'étape d'après, puis une fois que j'ai recouvert toute ma peinture, revenir pour affiner des détails, refaire des couleurs, ce genre de choses, on verra ça après. Donc tu vois là dans un premier temps, je fais un petit peu de chaud et un petit peu de froid, mais dans le fond ce que je fais surtout, c'est
faire quelque chose de beaucoup plus foncé. Mon but c'est d'abord de noter la perspective atmosphérique, ça veut dire qu'en faisant un objet qui est beaucoup plus foncé devant, je vais vraiment donner l'impression qu'il est plus proche de nous que l'iceberg qui est derrière. Alors tu vois, sur le bateau il y aura aussi des cordages à faire, des détails plus petits, etc. Mais puisque je sais que je vais encore retravailler sur mon fond, eh bien je vais m'abstenir de faire trop de détails parce que j'ai pas envie de le recouvrir pour avoir à les refaire après. Alors quand je peins la mer, j'essaye vraiment de garder des mouvements assez chaotiques. Tu vois, je vais commencer par avoir une peinture qui est assez foncée, toujours dans cette optique de pouvoir représenter cette différence de perspective atmosphérique, et je vais faire en sorte d'avoir des touches qui soient quand même assez brutales, assez visibles, avec des formes abstraites qui sont créées un petit peu partout, pour donner cette impression de mer en mouvement. Comme tu peux remarquer, j'ai toujours tendance à commencer avec de la peinture qui est finalement assez foncée, parce que c'est souvent plus facile d'éclaircir quelque chose que de le foncer. Pour revenir un tout petit peu aux couleurs, et comme tout à l'heure je disais qu'il y avait toujours un tout petit peu de toutes les couleurs dans le mélange, même si là on voit bien que l'eau est bleue, en fait il faut comprendre que la saturation de l'eau est beaucoup moins saturée que la couleur sortie du tube. Et ça d'un point de vue pratique, ça signifie que pour avoir une couleur qui est comme ça plutôt désaturée, j'ai ajouté à mon mélange la couleur complémentaire du bleu, c'est-à-dire du orange, en l'occurrence un mélange d'ocre jaune et de terre de sienne brûlée. Donc quand on entend dire parfois des peintres, oui, il y a du rouge dans l'eau, ou il y a du orange dans l'eau, ce genre de choses, c'est pas toujours qu'il y a littéralement du orange dans l'eau, ça veut dire qu'il y a du orange dans le mélange, et le but de ce orange va être de casser l'intensité de la couleur du bleu, qui autrement donnerait un côté cartoon, trop vif, pas du tout agréable, et certainement pas réaliste. Donc il faut absolument garder en tête que les couleurs réalistes sont beaucoup moins saturées que ce qu'on aurait tendance à se figurer. Le monde, de façon générale, hélas, est vachement plus terne qu'on pourrait le croire. Donc dans cette peinture, je vais pas passer énormément de temps à avoir un rendu super poussé dans la flotte, c'était pas tellement le sujet, j'étais plus penché sur l'iceberg et sur le bateau. Mais comme tu peux voir, maintenant que j'ai mis ma base qui est quand même assez foncée, maintenant avec quelque chose de très clair, pas forcément du blanc pur, mais beaucoup plus clair que ce que j'ai mis avant, et ben justement je vais pouvoir venir travailler des variations, et surtout travailler mes zones qui sont frappées par la lumière directe. Avec un gros pinceau pompon de type maquillage, j'aime bien adoucir un petit peu de temps en temps. Alors l'adoucissement, je fais très attention. Et d'ailleurs, on ne voit pas grand chose d'un point de vue de la différence avant et après sur la vidéo parce que c'est pas assez zoomé. Je me sers pas de l'adoucissement pour enlever mes contrastes, je m'en sers simplement pour adoucir un tout petit peu les coups de pinceau. Donc faut faire très attention, quand on adoucit, on a vite tendance à trop fondre et en fait du coup on enlève la puissance, on enlève les contrastes et ça on veut surtout pas. Maintenant j'ai un pinceau plus petit et comme tu peux voir petit à petit je vais construire de plus en plus de lumière. Donc même si j'arrive par exemple avec du blanc pur, eh bien ce blanc pur va se mélanger dans ma couche précédente et il va donc se casser. Et petit à petit je vais en mélanger de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de blanc dans mon mélange que je vais pouvoir fondre à la couche précédente jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Alors là on est à une séance de plus, ça veut dire que la peinture a eu le temps de sécher et que je vais reprendre. Alors idéalement le but de cet exercice c'est d'être capable de faire une peinture qui va être vraiment satisfaisante en une couche. Mais clairement c'est très compliqué, du coup il n'y a aucun mal à repasser plusieurs couches. Ça a beau être de la peinture directe, il n'y a aucune raison de se priver d'une bonne nuit de sommeil, d'un petit peu de recul pour pouvoir revenir sur son travail. Donc le lendemain, tu vois, je vais rajouter un petit personnage qui est notre ami Mike Horn sur son bateau le Pangaea en train de découvrir le monde, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit personnage, ça permet aux spectateurs de la peinture de se projeter à l'intérieur. Et avec mon pinceau langue de chat, je vais venir rajouter des tout petits morceaux de blanc qui vont donner un petit peu de détail dans cette écume, et ça va donner un effet de brillance, ça va donner un effet de lumière qui frappe sur cet endroit. C'est important d'attendre que sa peinture sèche bien si tu dois refaire une deuxième couche. En gros, tu peins tant que tu es dans le frais et tant que ça cicative pas trop, tant que c'est pas trop sec, et ensuite tu vas avoir un moment donné où ta peinture va être trop collante, et là tu veux la laisser un petit peu tranquille. Avec du liquin, globalement, après 3 ou 4 heures de travail, ça commence à être un petit peu désagréable à travailler, et ensuite tu dois attendre 24 heures, 48 heures, ça va dépendre des conditions météo de ta maison. Si t'es Jean-Claude Convenant et que tu fais des microclimats tous les vendredis soirs chez toi, c'est sûr que ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Moi en l'occurrence, vu que je peins avec relativement peu de matière, en 24 heures, je peux repasser une autre couche. Et donc on voit bien là, quand je fais mon petit personnage, l'avantage d'avoir à attendre que ça sèche, c'est que la peinture que je suis en train d'appliquer ne se mélange pas avec le blanc que j'avais appliqué sur l'iceberg. Ça me permet vraiment de rajouter une couche supplémentaire, avec des détails supplémentaires, etc. Ensuite, naturellement, tu peux bien faire toutes les modifications que tu as envie. Moi, j'ai désiré refaire mon ciel complètement, en rajoutant un mélange un petit peu plus clair et avec un petit peu plus de bleu turquoise dedans. Je suis pas sûr que c'était une très bonne décision de faire ça, ça aplatit un petit peu le ciel, et c'est sûr que c'est une question de choix artistique. Par exemple, le fait d'avoir comme ça pas mal de nuages dans le ciel avec un ciel relativement foncé, ça donne un ciel qui est assez intéressant à regarder et ça donne pas mal de profondeur.
Ça donne aussi une certaine dynamique et finalement c'est plutôt sympathique. Là, ce que je suis en train de faire d'aplatir le ciel, en enlevant les détails qu'il y avait avant, ça va permettre au regard de se focaliser plus sur le bateau et sur l'iceberg. Et avec ce bleu un petit peu plus froid, ça va donner un type de climat plus froid, plus sec, avec un ciel dégagé. Et ça, j'aurais vraiment tendance à dire que c'est une question de choix artistique. C'est à toi de décider ce que tu préfères. Et tu vois, maintenant que mon fond il est bien terminé, je vais pouvoir utiliser un morceau de bois sur lequel j'avais fait déjà une peinture, mais on s'en fout un petit peu. Et avec un pinceau à long poil, je vais pouvoir mettre les cordages de mon bateau en toute sérénité, puisque je sais que je vais pas avoir à les recouvrir. Sur la fin, d'un point de vue des détails et définitions, je me laisse toujours la possibilité de jouer un petit peu avec les transparences, de faire quelques glacis. Là, je vais faire un glacis plus chaud dans la voile pour la teinter un petit peu avant de repasser avec une peinture un petit peu plus opaque. Et à ce stade de la peinture, je m'amuse, mais tout ce qui devait être dit, tout ce qui doit être fait d'important a déjà été fait de toute façon. À ce moment-là, tu vas pouvoir rajouter plus de détails, tu vas pouvoir ajouter quelques glacis, quelques voiles avec un petit peu de blanc transparent pour créer parfois un petit peu plus d'atmosphère. Tu vas pouvoir accentuer certaines couleurs, certains chromas. Tu vas pouvoir retonaliser un peu plus ta peinture, éclaircir un peu plus les zones claires, foncer un peu plus les zones foncées. Vraiment faire les petits réglages de la fin. Ces petits réglages de la fin, il n'y a pas besoin d'en faire 10 ou 15 000, mais c'est quand même une étape vachement importante. L'étape de la finalisation. Et honnêtement, cette étape, il n'y a pas tant que ça à en dire, si ce n'est que tu as envie de concentrer le plus de détails et le plus de variations dans les zones focales. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, de façon naturelle, ton œil, il va aller directement là où il y a le plus d'informations à voir, le plus d'informations à ingérer. Donc si tu as une zone qui est pas tellement importante, comme par exemple le bas des vagues ici, eh bien tu vas pas nécessairement t'amuser à surdétailler cette zone. Tu peux, si tu en as envie, tu peux gérer ton point focal avec différents outils, mais de façon générale, tu vas avoir une forme de hiérarchisation dans le degré de finition que tu vas avoir dans ta peinture, entre les zones plus focales et le reste. De la même façon, tu vas aussi avoir en général un petit peu plus de saturation de couleurs dans les zones focales, etc. Après, c'est à toi d'organiser ta propre chose et de développer ton instinct artistique. Voilà les amis, j'espère que c'était instructif et que ça vous donnera la pêche de pratiquer tous les jours. Et puis je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos potes, à faire tous ces petits trucs qui peuvent m'aider dans mon petit business. Merci, à bientôt.